Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue pour cette édition du 19-20 en Champagne-Ardenne. Dans l'actualité ce soir, la mobilisation des buralistes pour dénoncer le paquet de cigarettes neutres qui devrait être mis en place à partir de mai 2016. La Confédération des buralistes était aujourd'hui à Châlons-en-Champagne pour une réunion régionale avec la profession. La difficulté à trouver de la main-d'œuvre. Exemple ce soir avec un agriculteur au Marnais, Jean-Philippe Frossard, n'a pas ménagé ses efforts pour trouver un saisonnier et vous allez voir que les candidats sont rares, surtout pour aider à la moisson. Dans les Ardennes, à 3 semaines et demie du 14 juillet, la société Euro-Bengale, spécialisée dans les feux d'artifice, est en plein boom. Les livraisons sont en cours un peu partout dans le nord-est de la France, même si cette année est un peu plus difficile que les autres en raison des budgets resserrés dans plusieurs communes. On le subodorait déjà depuis quelques années que les mairies allaient avoir des difficultés pour financer tout ce qu'elles font. Mais c'est vraiment la première année, 2015, où on ressent, nous, directement cet impact. À 19h15 ici et pas ailleurs avec ce soir ce nouveau club dans la région, un club d'Overcraft. Vous le voyez, il s'agit d'une discipline qui utilise un aéroglisseur. Ouvert depuis quelques mois seulement à Bazancourt dans la Marne, le club accueille déjà une dizaine de membres. À 19h30, le journal de la rédaction nationale avec ce soir les dons d'organes pour sauver des vies. 20 000 patients en attente de greffe. Il y a urgence à trouver de nouveaux donneurs d'organes. Ce 22 juin est la journée de sensibilisation pour lutter contre les idées reçues et convaincre chacun de remplir une carte de donneur. Voilà pour le programme de ce 19-20. Les buralistes se mobilisent donc contre le paquet neutre qui sera étudié par la Commission des affaires sociales du Sénat le 22 juillet prochain. La Confédération nationale de la profession, qui a débuté un mini-tour de France pour sensibiliser les professionnels du secteur, était aujourd'hui à Châlons-en-Champagne. Reportage de Laurent Villain et Paul-Antoine Boudet. Voilà le geste que redoutent Geoffrey Sauvage et plus généralement les buralistes de la région. Celui de devoir mettre dans quelques mois ces paquets de cigarettes neutres sur lesquels figure la marque Maison Petit. Ils sont tous pareils sur la forme, la taille, la couleur. Les clients ont déjà leur avis, fumeur ou pas. Ça change rien. Celui qui a envie de fumer, il fumera quand même. Donc ça ne pose aucun problème qu'il y ait la marque ou pas. Je voudrais bien arrêter de fumer aussi, mais bon, c'est pas toujours évident en fonction de la vie qu'on mène et tout. Donc ces photos-là, je trouve ça débile. On donne le prétexte de la santé des gens. Voilà, le tabac, c'est pas bon. Voilà. Si vraiment c'était pas bon, ils prélèveraient pas dessus pour se faire de l'argent, c'est tout. Pour la profession, pas question de se laisser faire. La conjugaison de la hausse du prix du tabac et le paquet neutre pourrait encore fragiliser le secteur qui a perdu dans la Marne près de 30% de commerce en 10 ans. La mise en place de paquets comme ça va défigurer totalement nos commerces. Donc développer le marché parallèle puisque les gens pourront avoir des paquets moins chers et plus esthétiques, effectivement. Et en plus, ça va faire perdre la valeur de nos fonds de commerce puisque vous imaginez quelqu'un qui veut acheter un commerce avec un mur d'atrocités derrière lui. C'est pour cette raison que la Confédération des buralistes a entamé un mini-tour de France pour mobiliser. Dans la salle, aux côtés de notre buraliste chalonnais, des collègues, des représentants de la profession. Le paquet neutre ou générique sera étudié le 22 juillet prochain au Sénat. Il faut donc agir rapidement. On va se retrouver dans une situation où nous sommes déjà pénalisés par rapport au prix de vente public, par rapport aux autres pays européens. Si en plus on ajoute un visuel, la conséquence de tout cela, ça sera l'explosion du marché parallèle qui représente déjà 26,3% en France. C'est ça que nous condamnons. Ce que nous demandons, c'est de ne rien faire contre le tabagisme. Nous demandons tout simplement que les buralistes français soient traités comme les autres. Et pour se faire entendre, les buralistes se donnent rendez-vous dans un mois à Paris. Le contrat plan État-Région 2015-2020 a été signé ce matin au Conseil régional de Champagne-Ardenne. Un vote qui intervient à quelques mois de la formation de la nouvelle grande région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne. Le préfet de région a tenu à venir présenter lui-même les engagements de l'État pour soutenir la région Champagne-Ardenne. Nicole Faché, Philippe Cocampo. Le contrat de plan État-Région, c'est comme une feuille de route pour les 5 ans à venir. Les représentants de l'État et de la région ont défini les priorités pour la Champagne-Ardenne. Ce matin, le préfet est venu en personne garantir les engagements de l'État. L'État va mettre 306 millions d'euros contre 308 pour le conseil régional. On aurait pu mettre beaucoup plus.
parce que l'État n'a pas intégré certaines opérations volontairement pour ne pas avoir un montage trop déséquilibré par rapport au conseil régional. L'État met le paquet sur un certain nombre d'infrastructures, nous aussi d'ailleurs, autoroute A304, les problèmes ferroviaires, la vallée de la Meuse, la ligne 4, un effort considérable en commun sera fait, mais nous avons voulu surtout intervenir sur ce qui est de notre domaine de compétences plus particulier, c'est-à-dire l'emploi, l'action économique, la recherche, l'innovation, l'enseignement supérieur, parce que c'est le problème numéro 1 aujourd'hui des Champardonnais. Les directions de l'agriculture et de la culture devraient échouer à la Champagne-Ardenne, mais cela ne suffit pas à dynamiser un territoire. Il faut aussi améliorer la vie des habitants et pour cela convaincre la grande région de payer. Il faut qu'au moment où la nouvelle région se mettra en place au 1er janvier, on n'est pas attendu, qu'on ait déjà bien avancé sur le lancement de nombreux projets. Parmi les dossiers prioritaires, les transports ferroviaires. D'une part, l'électrification de la ligne Paris-Bâle et d'autre part, l'amélioration de la ligne Givet-Charleville. Mais ces projets ne sont pas financés dans leur totalité. Les élus régionaux de droite ne sont pas convaincus. Il reste toujours 13 millions à financer, ce qui est considérable. Et il reste toute l'autre partie. Donc il reste le différentiel entre 140 millions et 57. C'est 83 millions qu'il faudra retrouver dans un deuxième temps, dans un deuxième contrat de plan éventuellement pour cette rénovation complète de la ligne. Le contrat de plan État-région a été adopté. La gauche a voté pour, la droite s'est abstenue. Le Front National a voté contre. Et c'est l'actualité qui a inspiré ce soir notre dessinateur Daniel Cazenave. Les agriculteurs ont de plus en plus de difficultés à trouver de la main-d'œuvre. En Haute-Marne, Jean-Philippe Frossard a publié une annonce début mai. Et c'est finalement grâce à une agence d'intérim qu'il a trouvé un certain Corentin qui va travailler durant 2 mois cet été. Laurent Menet, Stéphane Janesco. Tu vérifies bien que l'ensemble des tuyaux hydrauliques, éclairage, câbles de sécurité sont bien attachés, solidaires. La perle rare, c'est sans doute ce que pense avoir trouvé cet agriculteur qui, grâce à une agence intérim, sait qu'il ne sera pas tout seul cet été pour diriger l'exploitation. Fraîchement arrivé ce matin et d'abord en observation, Corentin a très vite l'occasion de s'essayer à conduire un imposant tracteur. Donc on va aller faire une manœuvre dans la cour là-haut, près du silo. Et c'est parti pour un tour d'essai plutôt très concluant. Il faut dire que le jeune homme de 25 ans a déjà conduit de gros engins car il a été militaire et se destine à une carrière de policier. Pourtant, Corentin n'a pas hésité une seconde à venir ici, conscient des responsabilités qui lui incombent. Une rigueur déjà niveau, je pense, horaire, les comptes rendus au patron, à M. Frossard. Je pense aussi à la sécurité qui est très importante, que ce soit à l'armée comme à l'agriculture, parce qu'on travaille quand même avec des gros engins qui sont assez imposants, que ce soit sur la route ou même dans l'exploitation, ça arrive très vite. Jean-Philippe Frossard n'a pas ménagé ses efforts pour trouver un saisonnier. Paradoxalement, les candidats sont rares, surtout pour aider à la moisson. C'est une main-d'œuvre indispensable, on ne peut pas faire seul l'ensemble des travaux sur l'exploitation. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je lui apprends tous les gestes pour maîtriser à minima les activités qu'il aura à réaliser. En septembre, Corentin devrait entrer dans une école de police, bien loin du monde de l'agriculture. Et Jean-Philippe Frossard le sait, il aura les pires difficultés pour trouver de la main-d'œuvre. Cette bonne nouvelle à présent à Langres, en Haute-Marne. Les 2 ascenseurs inclinés sont à nouveau ouverts au public après 6 mois de travaux. 750 000 € d'investissement ont été nécessaires pour permettre la transformation de ces ascenseurs panoramiques qui étaient vieillissants. La mise en service des 2 ascenseurs va permettre de fluidifier l'accès aux 2 niveaux des parkings. À 3 semaines et demie du 14 juillet, il y a une société qui ne chôme pas, c'est Eurobengale à Sauville dans les Ardennes, spécialisée dans les feux d'artifice. Les livraisons sont en cours un peu partout dans le nord-est de la France, même si cette année est un peu plus difficile que les autres en raison des budgets resserrés dans plusieurs communes. Ali Ben Bournan, Daniel Samulzik. Le camion va partir avec à bord des dizaines de cartons. Pour être prêt le soir du feu d'artifice, il faut commencer à livrer dès à présent. Ici, à Eurobengale,
On s'active pour le jour de la fête nationale. La dizaine de salariés est donc en plein rush. Il faut remettre des piles neuves à chaque fois qu'on reprend l'étape de façon à ce qu'il n'y ait pas de surprise au moment du tir. Okay. Le 14 juillet reste l'une des fêtes préférées des Français, mais surtout l'événement fait vivre cette société. C'est même pas au mois de juillet, c'est le 13 juillet où on fait le plus gros chiffre d'affaires, puisqu'on fait à peu près en une seule journée 60% du chiffre d'affaires de l'année. Le 13 juillet, c'est vraiment la journée phare, on n'a pas le droit de se planter à ce niveau-là. C'est même assez stressant quand même. Le carnet de commandes est certes bien chargé, mais cette année 2015 marque un tournant pour l'entreprise ardennaise. Les maires, premiers clients, ont pour certains réduit la voilure du feu d'artifice. L'évolution du marché de la pyrotechnie, on le subodorait déjà depuis quelques années que les mairies allaient avoir des difficultés pour financer tout ce qu'elles font. Mais c'est vraiment la première année, 2015, où on ressent, nous, directement cet impact. Dans les Ardennes, des maires ont même pensé carrément à annuler le feu d'artifice, une décision qui aurait été mal perçue par les habitants. La majorité des communes a en tout cas décidé de réduire son budget pour la fête nationale, voire ne pas dépenser plus que l'année dernière. Depuis le 18 juin jusqu'au 17 juillet, les musulmans suivent le ramadan qui leur impose notamment de ne pas se nourrir entre le lever et le coucher du soleil. En même temps, pour les jeunes, il y a le baccalauréat à passer. Alors comment organisent-ils leur journée entre jeunes, révision et examen? Marilyn Fournier et Philippe Mercier ont suivi l'un de ces jeunes futurs bacheliers. L'an dernier, l'épreuve de français coïncidait avec le premier jour du ramadan. Cette année, toutes les épreuves du bac ont lieu pendant le jeûne. Mais pour Yassir, qui espère décrocher le bac S, cela ne semble pas poser de problème. Je me suis levé à 3h pour pouvoir manger, avant le lever du soleil. Et après, je me suis réveillé à 6h en fait, pour prendre le bus pour arriver ici à 7h30. L'épreuve du jour terminée, c'est retour à la maison pour d'ultimes révisions avant la physique, puis l'espagnol. Yassir a préparé l'examen avec beaucoup de rigueur. J'ai fait un bac blanc de mathématiques chez moi la semaine dernière, tout en faisant le ramadan, et ça s'est très bien passé. Du coup, c'est ça qui m'a amené justement à faire le baccalauréat tout en jeûnant. C'est pas le jeune qu'il jeûne ou qu'il jeûne pas qui va changer quelque chose. Là, le travail, c'est tout le long de l'année, quoi. C'est pas la révision. La révision, moi, je le conseille même la veille qu'il fait rien, quoi, qu'il se repose. Yassir est déjà admis en classe prépa. Son avenir, il le voit dans une école d'ingénieurs en aéronautique. Décrocher le bac est pour cela nécessaire. Pour autant, pas question, pour cause de révision, de ne pas se rendre quotidiennement à la mosquée pour la prière. Les textes sacrés prévoient des reports de ramadan pour les femmes enceintes, celles qui allaitent, les voyageurs, les malades ou des personnes âgées ne pouvant jeûner. Pour le reste, c'est au cas par cas qu'on peut différer ce mois de jeûne. Il faut voir avec son médecin, parce que si son médecin il m'a dit sa santé, son état, il n'arrive pas à jeûner, donc il a le droit. Mais pour l'examen, on a tous passé l'examen, la question n'est jamais posée. Les résultats du bac sont attendus pour le 7 juillet. S'il n'est pas convoqué aux épreuves de rattrapage, Yassir pourra alors se consacrer au ramadan qui se poursuit jusqu'à mi-juillet. Le député maire Les Républicains de la ville de Reims a annoncé aujourd'hui que les travaux de réfection des pavés de la place d'Erlon au centre-ville allaient commencer dès cet été. Il s'agit de remplacer des pavés extrêmement glissants lorsqu'il pleut. 4 tranches de travaux seront nécessaires pour un coût total de 2 millions d'euros. Et puis on en sait plus sur la programmation du prochain festival Electricity de Reims. Le groupe rémois The Shoes sera la tête d'affiche. Parmi les autres noms annoncés, il y aura entre autres Sufjan Stevens et Django. La vente des billets a démarré aujourd'hui. Le festival Electricity, ce sera du 24 au 27 septembre prochain. Et pour connaître la programmation complète des différents concerts lors de ce festival, rendez-vous sur notre site internet france3champagnardennes.fr. Le portrait à présent de cette famille rémoise bien connue depuis la fin du 19e siècle. Il s'agit de la famille Fresson. Les grands-parents et les parents ont été des boulangers et pâtissiers de renom. Et parmi les enfants, il y a Bernard Fresson, acteur et comédien qui a mené une carrière au cinéma et au théâtre en jouant avec les plus grands. Et puis Annie, la petite sœur, de retour dans la maison familiale de Chenay dans la Marne. Isabelle Forboto, Raphaël Doumergue.
Les traits se dessinent et s'affirment. Traits du visage, traits de caractère, parcours de vie de 3 générations qui se sont construites ensemble. Les Fraisson, grands-parents, parents, enfants, une lignée de commerçants et d'artistes qui, avant de réussir dans leurs métiers respectifs, a traversé les années et les guerres en survivant d'abord. Le 28 septembre 1914, 9h du soir, nous sommes en cave, Jean est couché dans la salle à manger. 3 obus tombent sur notre maison qui s'effondre en partie. Les obus sifflent au-dessus de nous, nous nous tenons par la main et avons la certitude que notre dernière heure est arrivée. Le journal de guerre d'Elisa Fraisson plonge sa petite fille Annie dans la Grande Guerre. L'époque de la première boulangerie familiale détruite sous les bombardements. C'est aussi l'enfance de Paul, le père d'Annie. Paul, qui devint boulanger-pâtissier malgré lui. Après son refus de reprendre la boulangerie de ses parents, il créa finalement la sienne en 1929, rue Chanzy. C'était une vie difficile, très dure. La boutique était ouverte à 6h le matin, fermée à 20h. Ma mère à sa caisse, elle bossait dur. Mon père était dans son fourni. Il gueulait beaucoup. Il gueulait même après les clients, mais bon, les clients revenaient quand même. Et c'était une petite boulangerie, mais qui avait une grande réputation, une grande renommée à Reims. Annie Fraisson vit dans les souvenirs de cette maison de Chenay, achetée en 1947 par ses parents. Une résidence de repos les jours de fermeture de la boutique de Reims, une maison de vacances aussi, où Annie et Bernard se retrouvaient. Bernard, l'aîné de la famille, partit très vite vivre sa vie d'étudiant à Paris. Très bon élève, il entre à HEC et décroche son diplôme 3 ans plus tard. Ah, un chat. C'est pas drôle d'avoir un grand frère excellent comme ça. Il a eu son certificat avec très bien, son brevet, ses bacs. C'était un génie, quoi. Alors moi, derrière, j'aimais pas l'école, donc c'était très compliqué. Et quand il voulait m'expliquer les maths, je ne comprenais rien. Donc je pleurais et je m'en allais. Et c'est ici, dans ce jardin, que la carrière de Bernard Fraisson, acteur, a commencé. C'est le chapeau de Cyrano de Bergerac. Bernard a joué sa première pièce à Reims au collège du Sacré-Cœur, enfin au pensionnat du Sacré-Cœur, à 16 ans. Il était Cyrano et ma mère, qui avait été modiste, lui avait fabriqué ce chapeau. J'interprète toujours ce que tu joues. Écoutez comme je suis malheureuse. Écoutez comme mon mari est affreux. Bam, 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 bam. Ah, s'il pouvait mourir bientôt. Joyeux roulement de tambour, fanfare finale, la valse de l'Alcazar et galop du champagne. On nous dit souvent qu'on était des passionnés. Je pense que c'est ça, le passionné, fidèle à une image de gens honnêtes aussi. C'est important. Bernard Fraisson a fait entrer l'art dans la famille et ses enfants suivent ses traces. Annie est restée dans celle de ses parents et grands-parents avec son commerce qu'elle tient depuis 40 ans. En sport, en basket, l'Étoile de Charleville continue son recrutement et a réussi à attirer l'ailier Damien Bouquet, sacré jeune champion de France espoir en mai dernier avec Strasbourg. Du haut de ses 1,96 m à seulement 21 ans, il a été un joueur majeur de l'équipe alsacienne.